Bonjour mes chers étudiants, aujourd'hui, toujours dans le cadre du module de génétique générale et moléculaire et dans la partie génétique générale, nous allons aborder un autre chapitre relatif à la modification et l'extension des rapports mendéliens. Nous avons vu auparavant le rapport 9-3-3-1 dans le cadre d'un dihybridisme classique avec dominance. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à quelques cas spécifiques qui font en sorte que les rapports phénotypiques soient décalés. Il s'agit notamment des allèles multiples du système des groupes sanguins ABO chez l'homme, de la codominance et de l'absence de dominance qui existe un peu partout, chez l'animal, le végétal et l'homme, bien entendu, la létalité, lorsque un gène provoque la mort de l'organisme, et l'épistasie, qui représente un cas spécifique, majeur, des interactions alléliques qui peuvent se produire dans l'organisme. Dans tous ces cas de figure, nous allons voir des exemples, comment le rapport 9-3-3-1 ou bien le rapport 3/4-1/4, dans le cas du monohybridisme, sont modifiés pour donner naissance à des rapports complètement différents. Dans le cas des allèles multiples avec les groupes sanguins, nous savons aujourd'hui que c'est réparti en 4 groupes sanguins. Le groupe sanguin A, le groupe sanguin B, le groupe sanguin AB et le groupe sanguin O. Les individus de groupe sanguin A, on le sait, ils produisent l'antigène A. Donc leur sang peut être transfusé à des personnes qui n'ont pas d'anticorps anti-A, c'est-à-dire les personnes de groupe sanguin A et AB. Le même principe est applicable pour les individus de groupe sanguin B qui produisent l'antigène B et donc qui peuvent dans ce cas donner leur sang à des personnes de groupe sanguin B et AB, parce qu'il y a le B et il y a le B dans le AB. D'autre part, les individus ayant ce mélange, le groupe sanguin AB, produisent les deux antigènes, A et B. Dans ce cas, leur sang ne peut être transfusé qu'à des personnes de ce même groupe, c'est-à-dire le groupe sanguin AB. Les individus de groupe sanguin O, pour leur part, ne produisent pas d'antigènes. Ils sont de ce fait très spécifiques. Et donc, ces individus peuvent donner leur sang parce qu'ils ne produisent pas d'antigènes d'anticorps anti-A et anti-B. Donc, on peut donner leur sang à tous les groupes A, B, AB et O, bien entendu. À partir de là, on constate que les personnes de groupe sanguin AB peuvent recevoir du sang des 4 groupes sanguins. Ils sont appelés des receveurs universels. Les groupes sanguins, ou bien les individus de groupe sanguin O, ces individus peuvent donner plutôt leur sang à tout le monde, et c'est ainsi qu'ils sont appelés des donneurs universels. Cette notion de receveur et de donneur est liée, bien entendu, au système d'histocompatibilité entre les individus, et c'est ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas recevoir du sang comme ça n'importe comment. L'expression phénotypique du système ABO repose sur une situation très simple et très claire. Nous avons ici les phénotypes, donc les groupes sanguins O, AB et A, B et AB, et de ce côté les génotypes possibles. Donc lorsque
nous avons le génotype A à l'état homozygote ou à l'état hétérozygote, on produit le groupe sanguin A. C'est là qu'on a compris que l'allèle A domine l'allèle O. Donc il y a une dominance à l'intérieur de ces deux allèles. La même chose s'opère pour le groupe sanguin B, de telle façon que l'allèle B domine l'allèle O. Et donc on obtient systématiquement le groupe sanguin B, qu'il s'agisse du génotype homozygote BB ou bien qu'il s'agisse du génotype hétérozygote BO. Lorsque il y a absence de A et de B, nous produisons le phénotype O, donc le groupe sanguin O. Par contre, lorsque nous avons la présence et de l'allèle A et de l'allèle B, on produit un phénotype qui n'est pas intermédiaire, qui n'est pas A, qui n'est pas B, mais qui est AB en même temps. Donc l'expression des deux allèles se fait au même moment et on obtient ce groupe sanguin AB. Et donc c'est là que nous avons un décalage des rapports phénotypiques ou bien une modification des rapports phénotypiques suite à ces modifications alléliques de dominance entre A et O d'une part et entre B et O d'autre part, mais à une codominance entre A et B ou bien une absence de dominance entre A et B. Cette appellation de codominance et d'absence de dominance, elle est un peu nuancée, vous pouvez le comprendre. Toujours avec cette modification des rapports mendéliens, on peut aussi évoquer une dominance incomplète. Là aussi, le principe revient à la même chose. On peut considérer des variétés de fleurs, l'une à fleurs rouges et l'autre à fleurs blanches. Ces deux variétés sont des variétés de race pure. Bien entendu, c'est comme ça que l'on va commencer. Regardez bien la manière d'écrire le génotype ou bien la terminologie du génotype, parce que la fleur rouge, à l'origine, ne domine pas la fleur blanche et la blanche ne domine pas la fleur rouge. Donc, on ne peut pas écrire grand A, petit a, comme on l'a fait auparavant, grand R, petit r. Donc on choisit une terminologie qui va donner le même poids, en quelque sorte, aux deux phénotypes, c'est-à-dire le rouge et le blanc. La raison est très simple. Lorsque nous croisons ces deux variétés et on regarde le produit de la première génération filiale ici, nous trouvons la formation de 100% d'individus à fleurs roses. Le rose, ce n'est ni le rouge ni le blanc. Mais c'est quelque chose qui est intermédiaire. On comprendra qu'il y a une certaine expression du rouge et une certaine expression du blanc, et ça donne naissance à un rose, même s'il peut virer vers le rouge, mais ce n'est pas du rouge. Et c'est pour ça qu'on utilise ce terme, la dominance incomplète. C'est comme si le rouge tente de dominer le blanc, mais il n'arrive pas. Et le blanc arrive à s'exprimer. Ceci est complètement différent du croisement original de Mendel, où il avait, par exemple, des fleurs, des graines jaunes croisées avec des graines de couleur verte, et il a obtenu 100% d'individus de couleur jaune, donc qui ressemble à l'un des deux parents dominants. Donc ici, le phénotype de la F1, de la première génération, ne ressemble ni aux parents rouges, ni aux parents blancs. Et bien sûr, regardez bien, les gamètes ici, le parent rouge donne C grand R,
ici il donne CW par rapport au génotype alloué aux deux plantes. Et le génotype ici, bien entendu, c'est un mélange de CR et de CW. Donc génotypiquement, il n'y a aucun problème. On ramène des gènes de cette plante et des gènes de la deuxième. Lorsqu'on croise les individus CR, CW, donc les individus de F1 croisés entre eux, voici les gamètes, puisque les individus maintenant ils sont hétérozygotes simples à un seul caractère, donc nous avons moitié CR, moitié CW en tant que gamètes, et la même chose pour le deuxième parent. Ce sont des parents semblables, fleurs roses, CR, CW. Les proportions phénotypiques, elles gardent le même principe que les génotypes que nous avions vus auparavant. Regardez les génotypes. Un quart CR, CR, un demi CR, CW, un quart CW, CW. Regardez maintenant l'expression phénotypique. Un quart fleur rouge, la moitié fleur rose et un quart, 25% de fleurs blanches. Nous n'avons pas pu rassembler un quart et un demi pour former trois quarts d'individus de fleurs rouges ou de fleurs roses, parce que les deux phénotypes sont complètement différents. Donc le génotype, ou bien les rapports génotypiques qui étaient à 1, 2, 1, ils sont restés de même pour les phénotypes 1, 2, 1. Une fleur rouge pour deux fleurs roses pour une fleur blanche. La codominance, donc on pouvait aussi l'appliquer au système ABO que nous avons vu auparavant. Nous l'avons déjà évoqué. Mais aussi, nous avons la possibilité d'obtention de races de bovins, donc de vaches et de veaux, ayant une coloration de leur robe noir et blanc, par exemple, noir tacheté de blanc ou bien blanc tacheté de noir. Ça dépend comment on regarde cette nuance. L'origine du croisement, c'est tout simplement un individu noir, un individu de robe noire, de coloration noire, croisé par un individu de coloration blanche. Et on obtient du noir et du blanc en même temps. Ça, c'est un principe aussi de codominance. On peut croiser aussi des individus ayant la couleur de la robe rouge avec des individus ayant la couleur de la robe blanche. Et à la fin, on obtient une descendance, comme pour les noirs et blancs ou bien les blancs et noirs. Ça sera des descendants de couleur rouge tachetée de blanc ou bien d'un fond blanc tacheté de rouge. Mais si on regarde réellement en détail, on regarde un petit peu les surfaces des colorations rouges et blanches, on trouvera qu'elle est réellement identique. Il y a globalement 50% de surface rouge et 50% de surface blanche, et c'est pour ça qu'on appelle la codominance. Il n'y a pas de dominance, il n'y a pas de nuance rose, comme on vient de voir il y a un moment. La létalité est un autre problème, c'est un autre aspect de l'expression phénotypique. Dans les années, disons le début des années 1900, on croyait que les mutations changeaient le phénotype uniquement. On l'a vu avec l'albinisme. Un individu albino, il n'a pas la même pigmentation qu'un individu supposément normal. Il s'est avéré par la suite que certains gènes
lorsqu'ils mutent, lorsqu'ils sont mutés, peuvent parfois causer la mort. Dans ce cas précis, on parle d'allèle létal, on parle de gène létal, parce qu'il produit la létalité. Et le gène, dans ce cas, c'est un gène qui est essentiel. Il est très, très important pour le développement de l'individu, pour le métabolisme de l'individu. Il va falloir, par exemple, intervenir avec des médicaments pour pouvoir renverser l'effet de la mutation. Et aujourd'hui, on peut éventuellement le renverser avec de la thérapie génique générale ou bien ciblée. Mais en tout état de cause, un gène létal est un gène qui est susceptible de causer la mort d'un individu ou bien d'une partie de la progéniture. Donc, on s'est rendu compte que, par exemple, si la mutation est due à un allèle dominant, là, ça devient grave. Ça veut dire tous les individus porteurs de l'allèle dominant, c'est-à-dire les individus homozygotes et les individus hétérozygotes, peuvent souffrir de ce gène létal et on aboutirait éventuellement à un phénotype létal. Par contre, et c'est ce qui est observé dans la nature en général, lorsque le gène ou bien la mutation est récessive, seuls les individus qui ont le génotype homozygote récessif seront soumis ou bien seront frappés par cette létalité. Les rapports mendéliens dans ce cas, au lieu d'être 3/4 et 1/4, ils seront décalés vers 2/3 et 1/3. Donc là aussi, vous pouvez vous poser la question éventuellement et dire comment on fait la distinction dans un exercice, par exemple, si on ne nous signale pas cette létalité. Alors, il y a soit la possibilité qu'on vous dise qu'il y a létalité, donc vous allez prendre la situation dès le départ et obtenir des génotypes et des phénotypes modifiés, ou bien on vous donnera des distributions phénotypiques et à partir de là, il va falloir ressortir des rapports et à partir des rapports, il faut les analyser et là, on trouvera qu'il ne s'agit pas d'un rapport strict 3/4, 1/4, mais d'un rapport, disons, 65%, 66%, 32% ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire 2/3 et 1/3. On arrive maintenant à un autre cas d'interaction et de décalage des classes phénotypiques et des rapports phénotypiques. C'est ce qu'on appelle l'épistasie ou bien l'interaction génique. Il arrive parfois où des gènes interagissent entre eux et provoquent des modifications intergéniques, au lieu que ce soit intragénique. Lorsque c'est intragénique, c'est grand A qui domine petit a, grand B qui domine petit b. Donc nous sommes dans le gène, nous sommes dans l'allèle. L'allèle A avec sa composante, ou bien le caractère A avec sa composante dominante et récessive, et nous avons l'allèle dominant, grand A, qui domine petit a et donc qui empêche son expression, ou bien il masque son expression. Dans le cas de l'épistasie, c'est un caractère ou bien une expression génotypique A qui a un effet sur une expression génotypique B qui peut être située sur un deuxième chromosome. Donc imaginez-vous un petit peu les allèles A situés sur un chromosome, les allèles B situés sur un deuxième chromosome, un autre chromosome complètement, et il y a un effet de A sur B ou bien de B sur A. Dans ce cas précis,
la présence à l'état homozygote d'un allèle récessif, par exemple, peut empêcher l'expression d'autres allèles présents à un autre locus ou même plusieurs loci. C'est-à-dire, il arrive parfois où l'expression se fait sur 3 caractères ou 4 caractères. Dans ce cas, il s'agit des voies métaboliques. Vous prenez par exemple le glucose. Le glucose, il est transformé à travers plusieurs enzymes de la glycolyse pour arriver éventuellement au pyruvate. Le pyruvate, par la suite, il est transformé en acétyl-CoA qui rentre dans la chaîne tricarboxylique au niveau de la mitochondrie, qui lui-même va subir plusieurs modifications pour donner l'énergie qui nous sert à accomplir nos besoins en mouvement, en réflexion et ainsi de suite. Alors imaginez-vous un petit peu qu'une enzyme quelque part dans la glycolyse est bloquée, elle est modifiée, elle est mutée, elle ne fonctionne pas. Donc ce fonctionnement, ce non-fonctionnement, parce qu'il y a un allèle récessif peut-être, et il a provoqué la mutation de l'enzyme, tout ça va agir sur l'ensemble de la glycolyse. Dans ce cas précis, les allèles du locus initial, ceux qui bloquent, ceux qui empêchent, ils sont appelés des allèles épistatiques. Alors que ceux du second, ceux qui sont bloqués, ceux qui sont empêchés d'expression, ceux-là s'appellent des allèles hypostatiques. On va voir aussi que l'épistasie touche les rapports 9-3-3-1 comme on l'a signalé auparavant, y compris des gènes à ségrégation indépendante. Et ce rapport à 4 phénotypes, il est transformé en rapport à 2 ou 3 classes phénotypiques suivant le type d'interaction à laquelle nous avons affaire. On commencera toujours par des croisements impliquant des individus homozygotes à tous les niveaux et on obtiendra bien entendu une F1 hétérozygote, toujours. Et par la suite, nous allons nous concentrer sur la génération F2 produite par ces parents hétérozygotes. Donc le principe c'est le même que tout à l'heure que les gènes indépendants sans interaction. On croise des individus homozygotes P1, P2. On obtient en F1 des individus hétérozygotes. Donc ici, on croise par exemple grand A, grand B par petit a, petit b, et on va obtenir des hétérozygotes, c'est-à-dire grand A, grand B, petit b. Ce sont ces organismes hétérozygotes que nous allons croiser ici pour envisager la production en F2 d'un certain nombre de classes phénotypiques avec interaction précise. Voici les interactions générales auxquelles on peut avoir affaire. Donc nous avons un individu hétérozygote, grand A, grand B, petit b, qui est croisé par son semblable, grand A, grand B, petit b. Voici les gamètes. On avait dit qu'il s'agit d'une ségrégation indépendante des caractères pendant la formation des gamètes. Donc, il y a toujours un exemplaire de A et un exemplaire de B. Grand A, grand B, petit a associé à petit b, grand A associé à petit b, petit a associé à grand B et petit a associé à petit b. Et la même chose dans ce cas ici. Le croisement de ces gamètes va donner la distribution génotypique que l'on voit ici complètement à gauche, avec les fameux rapports génotypiques. Les voilà. Et puis, dans le cadre de ces génotypes, il va falloir additionner les génotypes qui donnent les
les rapports ou bien qui donnent les mêmes phénotypes, bien entendu. Vous avez grand A, grand B, grand B, grand A, grand B, petit b, grand A, petit a, grand B, et grand A, petit a, grand B, petit b. Tout ce beau monde, 9/16e, les voilà. C'est pour ça qu'on met A-B-, c'est 9/16e. Ils sont responsables du phénotype dominant. Et nous avons 3/16e, donc c'est la dominance de A associée à la récessivité de B, et 3 autres 16e responsables de la récessivité de A et la dominance de B, et un 16e responsable de la récessivité sur les deux loci A et B. À chaque fois qu'on modifie les rapports, les voilà, c'est parce qu'il y a eu une interaction entre allèles, entre gènes, qui fait en sorte que nous pouvons avoir des rapports de cette façon, 12-3-1, des rapports 9-7, des rapports 9-6-1, des rapports 15-1, et des rapports qui n'ont pas été mentionnés ici, 9-7 par exemple. Au lieu de 9-6-1, ici, nous allons avoir, alors où est-il? Au lieu de, non, c'est pas inscrit. Donc au lieu de 9, ah si, il est là, 9-7. Je ne l'ai pas vu auparavant. Donc nous avons ce rapport 9-7 aussi. Donc suivant le type de modification des allèles, le type de modification proposé, nous aurons l'apparition de classes phénotypiques. Regardez bien que ici, dans le cadre du dihybridisme normal, nous avons 4 classes phénotypiques, 9, 3, 3 et 1. Dans le cadre des modifications alléliques, nous avons au maximum 3 et peut-être 2. Donc 3, 2 à 3 classes phénotypiques. J'ai choisi un certain nombre de cas d'épistasie pour les développer un peu plus au vu de leur apparition dans la nature et dans l'organisme, notamment. Lorsqu'on croise ces deux types d'individus, bien entendu, toujours, nous avons affaire ici à un rapport phénotypique et génotypique. Nous avons les rapports 9-3-3-1, donc les rapports classiques. Nous avons la distribution génotypique, on l'a déjà vu plusieurs fois, donc inutile de revoir. Et nous avons la distribution des phénotypes agoutis, albinos ou noirs, suivant la situation. Alors, lorsqu'il y a une épistasie récessive, nous avons toujours les allèles dominants qui produisent la même chose. Les allèles dominants, c'est alors les allèles dominants sur les deux loci, A et B. Nous avons les individus noirs qui sont produits par le deuxième allèle dominant, et nous avons les albinos qui sont produits lorsqu'il y a la récessivité de B, du deuxième allèle, et la récessivité de A et B en même temps. Et dans ce cas, l'interaction génique, elle conduit au ratio ou bien aux proportions 9-3-4. Il est possible d'envisager cette situation par une réaction en chaîne ou bien une voie métabolique qui part à partir d'une molécule précurseur. Vous savez, chaque voie métabolique démarre d'un certain produit, d'une certaine substance, pour arriver à un produit final qui possède une activité, qui possède une couleur, qui possède une forme. Donc ici, il y a une molécule précurseur incolore qui, sous l'action d'un gène B et d'un gène A, arrive au pelage agouti, c'est-à-dire celui de la dominance, celui qui donne naissance au vrai pelage. Parce que les autres, c'est soit un pelage noir, donc il est trop noir, il est
trop homozygote, ou bien il n'y a pas du tout de coloration, ça veut dire qu'il y a des mutations quelque part. Voilà. Donc, il suffit qu'il y ait un problème au niveau de B pour ne pas arriver à agouti. Il suffit qu'il y ait un deuxième problème en A, même s'il n'y a pas de problème en B, pour ne pas arriver au pelage que l'on souhaite. Donc la voie, elle est soit bloquée ici, on produit un pelage incolore, soit elle est bloquée ici, on produit du noir, mais on ne produit pas toujours ce pelage. Donc, si elle est bloquée dès le départ, le produit incolore, il va donner naissance au phénotype albino parce qu'il n'y a pas de coloration à l'origine. Par contre, si la voie marche de bout en bout, et comment elle va marcher de bout en bout? Il faut avoir l'association de B et de A, ou bien de A et de B, et c'est ce qu'on voit ici. A et B donnent agouti. A tout seul ne peut pas le faire, B tout seul ne peut pas le faire, bien entendu. Et c'est pour ça qu'on aboutit à une sorte d'épistasie particulière, 9-4-3, parce que ce sont les gènes récessifs qui font la loi un petit peu, et nous aboutissons à ce type de rapport phénotypique, mais regardez bien, il ne s'agit nullement de 9-3-3-1. L'épistasie dominante, comme son nom l'indique, là c'est complètement une autre histoire, c'est un allèle qui fait la loi devant tous les autres. S'il est présent, la situation change. Donc il suffit par exemple, donc nous avons 12, 3, 1, alors les 12 ils viennent de A. Et voilà. Parce qu'il y a 9/16e de AB, donc il y a A, et il y a 3/16e de grand A, petit b, il y a toujours grand A. Donc ces deux grands groupes phénotypiques vont donner le même phénotype et nous allons avoir 12 individus sur 16 qui seront responsables du phénotype dominant. L'absence de A, donc petit a, mais avec la présence de B, donne un deuxième phénotype qui est le jaune, alors que l'absence est de A et de B. Donc nous avons petit a, petit b, donne une coloration rare à 1/16e uniquement. Donc il y a une caractéristique dominante. La plupart des individus seront du phénotype dominant parce qu'il y a une dominance de A sur l'ensemble du locus B. Et donc il domine à la fois grand B et petit b, bien entendu. S'il domine grand B, donc il domine petit b. Le locus hypostatique dans ce cas, c'est-à-dire celui qui est dominé, le grand B. Le grand B dans ce cas ne peut s'exprimer qu'en absence de grand A. Et là voici l'absence de grand A. C'est le génotype petit a, grand B ou bien grand B, petit b. Et ça donnera 3/16e d'individus jaunes. Par contre, l'absence de petit a associée à l'absence de petit b donnera un troisième phénotype. Nous pouvons évoquer aussi une troisième ou bien un troisième type d'épistasie récessive à deux gènes avec un rapport modifié maintenant de 9-7, toujours croisement entre deux individus. Regardez la caractéristique maintenant, ces deux individus sont blancs, même si leurs génotypes sont différents. Il s'agit de grand A ici associé à petit b, et le deuxième, c'est petit a qui est associé à grand B. Donc les deux sont blancs parce que il y a absence de A et de B en même temps chez les individus. Regardez maintenant quand on fait le croisement, on obtient des individus en F1, tous pourpres, grand A, grand B, petit b, parce que, effectivement, il y a à la fois grand A associé avec grand B.
Lorsqu'on croise ces individus pour obtenir la F2 ici présente, dans le cadre des génotypes normaux sans interaction, nous avons toujours 9, 3, 3, 1. Voici la distribution des génotypes, pardon, elle ne change pas. C'est toujours 9/16e de grand A associé à grand B, 3/16e de grand A associé à petit b et 3/16e de petit a associé à grand B et 1/16e de petit a associé à petit b. Mais il se trouve qu'à chaque fois qu'il y a l'interaction d'un gène récessif, parce qu'ici nous avons deux, c'est-à-dire B, BB, AA, AA et BB. À chaque fois qu'il y a la partie récessive d'un allèle, B ou A, ou les deux à la fois, on produit le phénotype qui est ici. Regardez bien, ça, rien n'a changé. Petit b ici, il y a 2 fois petit b. Même s'il y a 2 fois grand A, l'individu est blanc. La même chose ici, et donc ça sera la même chose pour grand A tiré petit b, petit a, grand B avec tiré, ou bien les deux à la fois. Donc tout ce beau monde, 7/16e, vont produire des individus de couleur blanche, incolore. Alors que les 9/16e restants, les individus ayant la caractéristique dominante, vont produire le phénotype pourpre, exactement comme celui-là ici, en F1. Et le même principe que tout à l'heure, nous avons une molécule précurseur incolore qui, après une première transformation, reste toujours incolore. Après une deuxième transformation, devient coloré pourpre. Donc, pour avoir la couleur pourpre, il faut exiger le grand B et le grand A en même temps. Toute autre combinaison va donner naissance à un produit incolore, que ce soit ici, Parce que si nous avons ici le génotype petit a et nous avons le génotype grand B, c'est ici. Nous avons petit a associé à grand B, et c'est toujours blanc. Donc, cette situation, elle est née de la présence d'allèles complètement séparés. Ce sont deux plantes, ce sont deux variétés. Elles se rencontrent par croisement, et ici, l'allèle grand A et l'allèle B, grand B, peuvent se rencontrer. Ils n'existaient pas ici ensemble. Ils se rencontrent et ils donnent naissance à un phénotype pourpre, à partir d'un croisement de deux plantes de couleur blanche, donc de couleur, disons, incolore. On peut aussi envisager une épistasie à deux allèles dominants avec production de rapport 9-6-1. Ici, c'est une situation aussi un peu particulière. Nous avons chez la courge des variétés en disque, des variétés sphéroïdes, des variétés longues. Et là, on peut croiser des variétés à disque hétérozygotes, qui sont, alors vous les voyez, c'est des individus hétérozygotes, donc qui peuvent être issus de variétés homozygotes, de génotypes différents, bien entendu. Le rapport, le voilà, il est toujours 9-3-3-1. La distribution génotypique, encore une fois, ne change pas, c'est toujours la même. Et pourtant, au niveau des phénotypes, il y a une forme de modification parce que comment dirais-je, l'apparition des gènes dominants ensemble, A et B, va donner naissance à des individus sous forme de disque. Par contre, l'absence de A et l'absence de B, regardez, l'absence de grand B ici et l'absence de grand A ici, donnent des individus sphéroïdes. Donc 6/16e, ce sont les 3/16e d'ici, additionnés aux 3/16e d'ici.
Par contre, parce qu'ici, ce qui se passe, c'est que nous avons un grand A associé à un petit b et un petit a associé à un grand b. Par contre, dans ce cas, dans la dernière, c'est l'absence carrément, ou plutôt la présence des deux allèles récessifs petit a et petit b, et non pas l'absence des allèles grand A et grand B qui donnent naissance au phénotype long. Donc encore une fois ici, les individus à disque sont des hétérozygotes produits par des individus homozygotes que nous n'avons pas mentionnés ici au début. P1 fois P1 qui donne F1 et puis F1 fois F1 pour donner la F2. Donc ici, encore une fois, le mélange ou bien l'assemblage de grand A et de grand B qui n'a pas existé auparavant donne des individus sous forme de disque. La rencontre ou bien la présence de petit b, ou bien petit a, et c'est lié aussi en même temps à l'absence dans les deux cas de A et de B. Parce qu'ici, il y a absence de grand B, ici, il y a absence de grand A, pour donner ces phénotypes intermédiaires sphéroïdes. Voilà, j'arrive au terme de cette séance. Dans celle-ci, ce qu'il faut retenir, c'est dans le cadre de la modification et l'extension des rapports mendéliens, il faut retenir lorsqu'il y a une dominance incomplète, une codominance, une absence de dominance, il faut retenir les proportions génotypiques 1, 2, 1 restent les mêmes quand on évoque les proportions phénotypiques. Souvenez-vous bien, lorsqu'il y a dominance, le rapport génotypique 1, 2, 1, il évolue vers 3, 1 lorsqu'on parle de rapport phénotypique. Ici, il va rester le même. Notamment, on l'a illustré avec les systèmes ABO. Lorsque nous avons le A avec le O, c'est le phénotype groupe sanguin A. Lorsque nous avons le B avec le O, c'est le phénotype groupe sanguin B. Mais par contre, lorsque nous avons le mélange de A et de B, ça sera un phénotype AB, donc qui n'est ni A ni B. Nous avons la létalité qui change les rapports phénotypiques vers 2 tiers, 1 tiers. Et nous avons finalement l'épistasie dans laquelle il ne s'agit plus d'un allèle, mais il s'agit de deux allèles complètement différents, A et B, dans lesquels un groupe d'allèles, grand A, petit a ou grand A, exerce une sorte de dominance interallélique, interchromosomique, d'un allèle à un autre. Et il le domine, donc nous avons la modification des rapports mendéliens pour décaler de 9-3-3-1 vers 2 classes phénotypiques ou bien au maximum 3 classes phénotypiques. Voilà, je vous remercie pour votre